Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Jessie Luzolo, je suis chargée de mission pour le Handipact. Je suis en présence de ma collègue Rama Khalil, du coup, qui va gérer la partie commentaire pour ce webinaire. Du coup, on va traiter durant ce webinaire des actualités et des réformes récentes autour du handicap. Alors, au programme de ce webinaire, on va traiter, on va évoquer la conférence nationale pour le handicap qui a eu lieu en 2023. On va évoquer la loi pour le plein emploi, le 9e comité interministériel du handicap, la 28e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, les actualités gouvernementales et internationales. On va ensuite faire un focus sur la santé mentale, du coup, qui est la grande cause nationale de 2025. Et enfin, on va voir les actualités du FIP. Alors, pour commencer, on va évoquer la conférence nationale pour le handicap, du coup, qui est une introduction à la loi pour le plein emploi. À savoir que c'est une conférence qui est venue de l'initiative de la loi de 2025. C'est un événement qui a lieu tous les 3 ans, qui est présidé par le président de la République, qui a été présidé par Emmanuel Macron. Et du coup, le 26 avril 2023 a eu lieu la 6e édition. Du coup, l'objectif de cet événement, ça va être de faire le point, de prendre des décisions sur le sujet du handicap dans sa globalité. Ça va être aussi de pouvoir mener certaines discussions, de pouvoir prendre certaines initiatives, certaines mesures, mais surtout de pouvoir échanger et un peu faire le point sur le sujet du handicap pour par la suite lancer certaines initiatives, réformes et autres. Et du fait de cet événement, a été lancé des expérimentations, notamment ces 4 expérimentations qui ont été confiées au SPE et qui vont vraiment se matérialiser à travers la loi pour le plein emploi par la suite. Donc, on va avoir tout d'abord cette expérimentation de la préconisation qui va être réalisé par la SPE pour l'orientation des personnes en situation de handicap, donc vers le milieu ordinaire ou le milieu protégé, ce qui va venir interroger les processus et les systèmes d'information, donc à savoir comment on va transmettre l'information de la MDPH au SPE et inversement. Ensuite, on va avoir une expérimentation qui va avoir pour objectif de permettre aux organismes de formation de pouvoir accueillir tous les apprenants en situation de handicap, et ce, quel que soit leur handicap. Et cela va pouvoir se faire par une majoration tarifaire qui va permettre de pouvoir mettre en place tout type d'adaptation de poste pour les apprenants qui vont intégrer ces organismes de formation. On va avoir du coup une expérimentation qui va avoir pour objectif de favoriser la mise en relation entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. Et c'est aussi l'expérimentation qui va bien pouvoir se matérialiser à travers la loi pour le plein emploi qu'on va voir par la suite. Et enfin, un accompagnement plus renforcé des agents qui vont être licenciés pour une inaptitude pour pouvoir éviter les ruptures de parcours et permettre à ces agents-là de pouvoir rebondir après ces inaptitudes. Parfois, on est confronté à des personnes qui sont sur un poste depuis 10, 15 ans, qui sont plus en mesure de pouvoir occuper leur poste. On ne sait pas du coup comment les réorienter, et du coup, cette expérimentation va avoir pour objectif de réfléchir à des mesures pour pouvoir éviter ces ruptures de parcours. Ensuite, cet événement a aussi permis de pouvoir pouvoir lancer un manifeste pour une fonction publique plus inclusif. Du coup, un manifeste a pour objectif de pouvoir lancer des intentions surtout. Donc, parmi ces intentions qui ont été évoquées, c'est le fait de pouvoir déployer de plus en plus le mentorat.
le coaching, l'accompagnement, enfin mettre en place des programmes d'accompagnement à destination des agents en situation de handicap, le fait de pouvoir mobiliser aussi la communauté interministérielle en matière de recrutement et de parcours des personnes en situation de handicap, le fait de pouvoir fixer un objectif de 6% d'apprentis en situation de handicap, et aussi l'intégration des indicateurs du baromètre gouvernemental emploi et handicap au sein de la labellisation fonction publique plus, à savoir que la labellisation fonction publique plus, c'est une labellisation qui va mettre à l'honneur les employeurs publics qui vont travailler dans un objectif d'amélioration continue et qui vont chercher à pouvoir améliorer au mieux leur qualité de service. Alors du coup, de cet événement a pu être engendrée du coup la loi pour le plein emploi notamment. À savoir que cette loi a pour objectif de pouvoir réduire le chômage autour de 5% d'ici 2027. À savoir qu'aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est à 7,3%. Donc l'objectif, c'est de pouvoir réduire le chômage d'environ 2 points avec des mesures phares, des mesures principales, dont la création de France Travail. Là, on est sur une modification qui va symboliser, on va dire, cette envie d'avoir une politique forte de l'emploi, une politique qui a pour objectif de pouvoir réinsérer rapidement les personnes éloignées de l'emploi, au chômage, etc. On va avoir aussi comme mesure principale l'inscription généralisée à France Travail, avec le nouveau contrat d'engagement pour les demandeurs d'emploi. Du coup, on va avoir une inscription généralisée qui va intégrer désormais les personnes qui vont être au RSA, les jeunes, du coup, qui vont être inscrits et accompagnés par la mission locale. On va aussi avoir, du coup, l'accompagnement des personnes qui sont... l'inscription, des personnes qui vont être accompagnées par Cap Emploi aussi, par exemple. Donc cette inscription généralisée va permettre aussi d'accompagner un plus large public vers l'emploi. Et parallèlement, ça va permettre aussi aux entreprises qui ont de plus en plus de difficultés de recrutement d'avoir une meilleure vision des ressources disponibles et des personnes vers lesquelles elles vont pouvoir aller dans cet objectif de recrutement. Donc vraiment, on a cet objectif et de pouvoir amener les personnes vers l'emploi et aussi de pouvoir donner une visibilité aux entreprises sur les ressources qui sont en mesure de pouvoir travailler et intégrer leur effectif. Ensuite, on a aussi comme mesure principale l'accompagnement renforcé des jeunes qui va se traduire par plusieurs mesures. Et on a cette envie qui ressort de cette loi d'inclure les personnes en situation de handicap, donc avec un accompagnement renforcé via notamment le contrat d'engagement, qui a pour objectif de remobiliser les personnes vers la recherche d'emploi avec ces 15 heures par semaine d'activité obligatoire. On parle de 15 heures d'activité, mais on est plus sur 15 heures qui vont permettre aux personnes de pouvoir travailler sur leur CV, travailler sur leur posture en entretien, pour pouvoir faire du coaching, etc. Donc c'est vraiment de l'accompagnement vers la recherche d'emploi qui va être pris en compte dans ces 15 heures d'activité. Ensuite, on va faire un focus du coup sur les AT, les CDI tremplin, le ATT. Du coup, il y a eu des expérimentations qui ont été faites sur ces différents dispositifs, notamment sur le CDD tremplin, du coup, qui vise à accompagner via les entreprises adaptées des personnes vers l'emploi, où on a un accompagnement qui va être personnalisé avec cet objectif de voir le CDD tremplin vers une passerelle vers l'entreprise ordinaire, et l'expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire qui vont permettre d'être un premier pas vers l'emploi pour les personnes en situation de handicap et qui vont permettre aussi de pouvoir ouvrir l'emploi, enfin de pouvoir ouvrir, on va dire, les employeurs qui sont réticents à l'emploi de personnes en situation de handicap et qui vont pouvoir passer par l'intérim.
Donc, du coup, le décret du 10 février 2024, il vient pérenniser cette expérimentation-là. Je vous ai mis du coup une petite vidéo que vous allez pouvoir visionner dès qu'on va vous transmettre le support et qui explique bien ce qu'est l'entreprise adaptée de travail temporaire. Et on va voir aussi les droits, excusez-moi, les droits des travailleurs en ESAT qui vont s'aligner sur ceux des salariés ordinaires, avec bien sûr la conservation de leur protection spécifique. Donc, quand on parle de droits, ça peut être des droits de grève, ça peut être des droits de pouvoir adhérer à un syndicat, ça peut être le droit de pouvoir avoir une couverture complémentaire, par exemple. Mais reste la question pour les directeurs et responsables des ESAT, à savoir comment aussi financer ces changements-là. Donc, c'est des choses qui viennent aussi au fur et à mesure et qui vont aussi pouvoir être modifiées après peut-être par des décrets. Enfin, la loi pour le plein emploi, elle vient aussi étendre les droits des bénéficiaires de l'obligation de l'emploi des travailleurs handicapés, parce qu'auparavant, il y avait certains droits ou certains dispositifs qui étaient réservés uniquement aux personnes qui étaient reconnues en qualité de travailleurs handicapés, donc qui avaient la RQTH. Et du coup, maintenant, tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi pourront accéder à certains dispositifs. Alors, les victimes civiles de guerre, donc on va avoir le dispositif d'emploi accompagné, la possibilité d'être recruté en entreprise adaptée, le déplafonnement de l'âge pour être engagé en qualité d'apprenti, une majoration de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et un accès aux établissements et services de réadaptation professionnelle. À savoir que ce changement-là va, par exemple, enfin, l'impact que ce changement va pouvoir avoir, par exemple, pour les entreprises adaptées, c'est qu'auparavant, elles bénéficiaient pas, ne pouvaient pas bénéficier des aides qui étaient associées au recrutement des RQTH lorsqu'elles recrutaient des bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et maintenant, ce sera le cas. Donc, ça va pousser aussi au recrutement de plus largement des personnes en situation de handicap et pas uniquement des personnes qui ont une RQTH. Donc, ça, c'est un exemple de la manière dont ce dispositif-là va pouvoir impacter les personnes. Enfin, un axe qui est quand même important et assez majeur, ça va être ce nouveau rôle de France Travail et de Cap Emploi pour l'orientation du coup des personnes RQTH. Donc avant, c'était la MDPH qui faisait l'orientation des personnes RQTH donc vers une entreprise ordinaire ou une entreprise adaptée. Et maintenant, les décisions de la MDPH concernant l'attribution de la RQTH, elles vont remonter automatiquement à France Travail et Cap Emploi via une API, donc c'est un sorte de système d'information, ce qui vient poser aussi la question de comment connecter les systèmes d'information de la MDPH, de Cap Emploi, de France Travail. Donc il y a un travail qui va devoir être fait assez important à ce niveau-là. Pourquoi mettre en place ce dispositif-là? Ça va permettre notamment aux personnes en situation de handicap qui vont être accompagnées de devoir donner certaines informations une seule fois. Avant, on était face à des personnes, enfin toujours maintenant face à des personnes qui doivent à chaque fois qu'elles se présentent devant une administration, reparler de leur situation, re-expliquer, etc. Et maintenant, les personnes, enfin les conseillers Cap Emploi ou France Travail auront tous la même information qui sera transmise via ce système d'information. Ensuite, du coup, les conseillers de France Travail et Cap Emploi pourront recevoir la personne afin de faire un point, du coup, sur leur situation professionnelle et elles pourront du coup enfin l'orienter vers une entreprise ordinaire, une entreprise adaptée ou vers le secteur protégé. Du coup, l'objectif, c'est que le milieu ordinaire devienne la norme pour tous, c'est que l'orientation soit effectuée par des professionnels de l'emploi qui vont pouvoir mettre en place des dispositifs, par exemple, d'immersion à l'orientation, avec du coup, avant de pouvoir statuer, des personnes qui vont pouvoir faire une mise en situation, une immersion dans un contexte professionnel pour voir si la personne peut vraiment tenir le poste dans ce contexte-là ou pas et faire une meilleure orientation, on va dire.
À savoir que c'est une expérimentation qui est prévue sur 4 territoires qui seront pilotes. Du coup, on a l'Allier, la Somme, l'Île-de-France et la Haute-Savoie. Du coup, ces pilotes vont être lancés en 2025 et l'objectif, c'est qu'il y ait une généralisation qui soit prévue par décret en 2027. À savoir que de manière globale, avec la loi pour le plein emploi, l'objectif, c'est vraiment que cette année 2024 soit une année où on réfléchit à comment mettre les choses en place, et ensuite que l'année de 2025 soit une année de lancement d'expérimentation, de lancement de pilotes, etc., pour pouvoir par la suite statuer avec des décrets. La loi pour le plein emploi, du coup, vient aussi simplifier la procédure des jeunes pour pouvoir acquérir, du coup, la RQTH, avec les personnes qui sont âgées de 15 à 20 ans, qui ont une AEEH, qui ont la PCH ou la PPS, qui valeront directement RQTH. Donc du coup, dès que les personnes ont ce document-là ou ce dispositif-là, on considère que les personnes ont automatiquement une RQTH, et c'est quelque chose qui va venir faciliter du coup l'accès aux dispositifs d'intégration que les entreprises mettent en place. Donc les entreprises vont pouvoir plus facilement avoir des subventions ou autres pour pouvoir mettre en place par exemple des aménagements de poste et pouvoir intégrer les jeunes en situation de handicap via l'alternance ou le stage. On voit qu'on demande quelles sont les 4 régions d'expérimentation. Alors du coup, je répète, on a l'Allier, la Haute-Savoie, la Somme et l'Île-de-France au niveau des régions. Ensuite, on a aussi un point de la loi sur la portabilité des aménagements numériques, avec un service numérique qui est baptisé sac à dos numérique, qui va recenser tous les aménagements dont bénéficie une personne en situation de handicap, que ce soit au niveau de tout au long de sa scolarité ou durant sa carrière professionnelle. Et ce sac à dos numérique sera intégré au passeport de compétences qui sera dans le CPF directement. Et c'est un dispositif qui sera mis en place par la Caisse des dépôts. Excusez-moi. Donc, c'est un dispositif qui va qui va faciliter la portabilité des aménagements et qui va permettre plus facilement de pouvoir transmettre les informations d'un employeur à un autre, dans cet objectif toujours de fluidifier, d'améliorer l'intégration des personnes en situation de handicap, mais à savoir que la consultation de ces informations, elle sera soumise bien sûr à l'autorisation de la personne concernée, et bien sûr c'est des choses aussi qui sont en cours et qui vont être mises en place au fur et à mesure, et il y a un décret qui va venir préciser les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle disposition. Alors, je vois qu'il y a une question qui demande qui complétera ce sac à dos numérique. Comme je vous l'ai dit précédemment, du coup, ce dispositif-là, il n'est pas encore complètement mis en place en termes de modalités de mise en œuvre. Et il y a un décret qui va venir, du coup, expliquer ces modalités de mise en œuvre par la suite. Mais l'idée principale, entre guillemets, est là. C'est la Caisse des dépôts qui va gérer ce dispositif-là. Mais en termes de modalités de mise en œuvre, c'est des choses qui vont venir par la suite, on aura plus d'éclaircissements. Ensuite, on a eu le comité interministériel du handicap qui a eu lieu le 16 mai 2024, qui a été présidé par le Premier ministre. Et de ce comité interministériel en est ressorti du coup une réforme concernant les étudiants qui est évoquée du coup dans leur dossier de presse, qui est intéressante parce que c'est une mesure qui va permettre aux étudiants de pouvoir plus facilement avoir une bourse et avoir une bourse avec un montant plus élevé. Donc à compter de la rentrée de l'année dernière, de 2023, les étudiants qui étaient en situation de handicap ou qui étaient aidants ont bénéficié de 4 points de charge supplémentaires pour leur calcul de bourse.
ce qui va leur permettre, soit pour certains de pouvoir devenir boursiers s'ils ne l'étaient pas, et de pouvoir par exemple être exonérés des frais de l'inscription à l'université, et pour d'autres pouvoir bénéficier tout simplement d'une bourse qui va être plus importante et du coup qui va pouvoir, c'est un dispositif qui leur permet peut-être d'être plus facilité financièrement au niveau de leurs études et les alléger dans leur quotidien. Ce comité interministériel du handicap, il vient aussi faire un petit peu un état des lieux de l'avancement de ce qui a été fait ou pas en matière de handicap au travail. On l'a vu au démarrage où il y a eu la CNH qui est venue plus lancer des discussions, mettre en avant des objectifs, lancer des expérimentations. Et on a ce comité interministériel du handicap qui vient aussi un petit peu faire le point, faire l'état des lieux sur ce qui a été fait et sur ce qui est en cours. Donc là, on voit que sur ce qui a été fait, par exemple, il y a le fait que l'RQTH équivaut pour les bénéficiaires que le droit à l'RQTH équivalent pour les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité soit faite sans passer par la MDPH, l'obtention de l'RQTH qui va être plus facilitée pour les jeunes, un accompagnement renforcé par France Travail, via par exemple la création du lieu unique d'accompagnement. On va avoir un conseiller Cap Emploi et un conseiller France Travail qui vont pouvoir s'unir pour pouvoir accompagner une personne. On a aussi le sujet du CDD tremplin, c'est des choses qu'on a déjà évoquées. Et on voit aussi ce qui est en cours, comme la création du sac à dos numérique, la réforme et les modalités de calcul de l'AAH, et notamment le lancement d'un programme HandiTalent qui a pour objectif d'accompagner des personnes en situation de handicap au sein de la fonction publique. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont faites, il y a des avancées, mais qu'il y a des choses qui restent en cours, et il y a des choses aussi qui sont en phase d'expérimentation. On lance des pilotes, et par la suite, on modifie et on ajuste. Enfin, on va aller sur les actualités. Alors, premièrement, du coup, on a la 28 semaine européenne pour l'emploi des personnes du handicap qui va avoir lieu du 18 au 24 novembre, avec une thématique autour des parcours professionnels. Donc, la thématique, c'est handicap et parcours professionnel, comment assurer une vraie égalité des chances. À savoir qu'aujourd'hui, au niveau du chômage des personnes en situation de handicap, on a une baisse quand même. En 4 ans, il passe de 18% à 12%, ce qui reste quand même important par rapport au taux de chômage de manière globale qui est à 7,3%. Donc, on a un taux quand même qui est quand même assez élevé par rapport à la moyenne nationale. Il y a des défis quand même importants qui restent à relever, parce qu'on a toujours le handicap qui reste la première cause de discrimination en France d'après le rapport du défenseur de droits, et le handicap reste un frein à l'évolution professionnelle de par les préjugés qui restent et qui persistent. Donc on a un enjeu fort qui est le fait de pouvoir améliorer le parcours professionnel des personnes en situation de handicap, avec cet objectif de pouvoir favoriser une insertion durable et l'évolution de carrière des personnes en situation de handicap. Et l'objectif, du coup, est de sensibiliser, de mobiliser tous les acteurs, donc que ce soit les employeurs publics, privés, les administrations, les associations, les personnes en situation de handicap elles-mêmes, et de pouvoir sécuriser les parcours des personnes en situation de handicap tout au long de leur vie. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a une SEPH qui a lieu en même temps que la semaine école-entreprise. Donc, il y a cette possibilité aussi de pouvoir faire des ponts entre la formation professionnelle, donc l'école, et l'insertion des personnes en situation de handicap, et de pouvoir faire des événements qui lient un petit peu ces deux sujets, dans cet objectif de vouloir sécuriser les parcours professionnels tout au long de la vie des personnes. Donc, dès le début de l'insertion dans le milieu, dans le monde professionnel. En termes d'événements, il va y avoir un lancement, un événement de lancement
la SEPH, qui est prévue du coup par le FIP, l'AGFIP et l'ADAPT, et qui se fait par un webinaire qui aura lieu, une conférence qui aura lieu un webinaire du coup le 18 novembre, qui commencera à 9 heures et qui sera disponible sur les chaînes YouTube du coup du FIP, de l'AGFIP et de l'ADAPT, ou sur leur page LinkedIn directement. Et il y aura aussi des webinaires quotidiens qui auront lieu tous les jours de midi à 13 heures et qui traiteront de plusieurs sujets autour du parcours professionnel des personnes en situation de handicap. Donc, comme thématique, il y aura par exemple l'accès à la formation ou l'inaptitude. Donc, voilà, n'hésitez pas à le mettre dans vos agendas et de regarder peut-être un des webinaires qui pourrait être intéressant et qui sont à chaque fois animés par le FIP, l'AGFIP et l'ADAPT. Ensuite, on va faire un focus du coup sur les actualités gouvernementales et internationales. A eu lieu du coup du 13 au 15 juin le G7 en Italie, et il a été ponctué par la signature de la charte de Solfagnano, qui a pour objectif de renforcer l'inclusion et de garantir le droit des personnes en situation de handicap. Donc c'est une des premières fois où plusieurs pays du coup au niveau international se sont réunis pour pouvoir évoquer ce sujet, le sujet de l'inclusion. Donc c'est un temps qui est quand même assez fort, et ils ont pu définir des priorités, des priorités en matière d'inclusion de personnes en situation de handicap. Et vous pouvez consulter ce qui en est ressorti, ce rapport qui est disponible assez facilement en ligne. On a eu du coup le 27 septembre 2024, du coup, Charlotte Parmentier-Lecocq, qui a été nommée ministre déléguée au handicap. Dans un premier temps, il n'y avait pas forcément de ministre dédié à ce sujet qui avait été nommé, mais face du coup à l'indignation de certaines associations, il y a eu du coup cette ministre-là qui a été nommée pour ce sujet le 27 septembre. Et enfin, il y a du coup le nouveau Premier ministre Michel Barnier, qui a évoqué du coup dans un de ses discours le 10 octobre 2024 son souhait de vouloir faire de la santé mentale la grande cause nationale pour 2025. Alors du coup, on va faire un focus sur la santé mentale, qui est la grande cause nationale de 2025. À savoir qu'aujourd'hui, plus d'un tiers d'entre nous sera touché par une maladie psychique au cours de sa vie de manière directe ou indirecte, donc peut-être directement nous ou peut-être des personnes de notre entourage. Donc c'est vraiment un vrai sujet de société. On en entend énormément parler ces derniers temps, notamment via les troubles de la santé mentale que peuvent rencontrer les jeunes. On a aussi beaucoup entendu parler à la sortie du Covid. On a beaucoup entendu parler, par exemple, de burn-out, de dépression, de troubles anxieux. Donc, on est sur un vrai sujet d'actualité. Et du coup, l'objectif, à travers le fait de vouloir faire de la santé mentale une grande cause nationale, c'est le fait de pouvoir informer largement, donc pouvoir sensibiliser les personnes de manière globale à la santé mentale, pouvoir identifier, ce qui va permettre de pouvoir identifier les facteurs de risque et les actions qu'on va pouvoir mettre en place, le fait de pouvoir prévenir. Comment prévenir, pouvoir promouvoir une politique de prévention de santé mentale, de former et informer largement et en continu pour mieux répondre aux besoins des personnes, et surtout, très important, le fait de pouvoir déstigmatiser, donc faire évoluer les perceptions sur les troubles psychiques, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, c'est des sujets qui vont être assez tabous, donc les personnes vont avoir du mal à pouvoir parler de ce sujet. Et donc, en face, ça va être assez difficile de pouvoir s'adapter et mettre des choses en place dans ce sens-là. Et enfin, de pouvoir mettre en lumière, du coup, toutes les innovations et les solutions possibles. Pour faire un focus du coup sur la santé mentale au travail, aujourd'hui on sait que le travail peut impacter de manière positive ou de manière négative la santé mentale
des personnes. Pourquoi? Parce que le travail permet aux personnes d'avoir un revenu, donc du coup pouvoir assurer déjà leurs besoins primaires, pouvoir se loger, pouvoir manger, etc. Parce que le travail va contribuer à cet aspect de réalisation personnelle, parce que il va augmenter du coup l'estime de soi. Le travail va permettre de pouvoir développer des compétences, de pouvoir apprendre des choses, de pouvoir se réaliser de manière globale. Parce que le travail aussi va favoriser les interactions. Donc, ça permet de pouvoir rencontrer des personnes différentes, de voir ses collègues. Et ça permet aussi de pouvoir installer un rythme, tout simplement. L'OMS, du coup l'Organisation mondiale de la santé, va venir faire quelques recommandations pour protéger la santé mentale au travail. Donc, parmi ces recommandations, on va avoir le fait de pouvoir former les cadres à pouvoir repérer du coup la détresse émotionnelle de leurs collaborateurs, à développer aussi une écoute active et aussi à comprendre l'impact des facteurs de stress au travail. Donc du coup, avoir des cadres formés, ça va permettre aussi aux agents, aux collaborateurs de pouvoir plus facilement aller vers leur cadre pour pouvoir parler de certaines situations. Donc ça permet aussi de pouvoir repérer plus facilement certaines situations et de pouvoir plus facilement mettre des choses en place. L'OMS recommande également de pouvoir sensibiliser de manière plus globale les collaborateurs sur le sujet de la santé mentale pour pouvoir réduire la stigmatisation des personnes qui souffrent de santé mentale, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un sujet, comme je l'ai dit précédemment, qui est assez tabou. On a du mal à parler de ce sujet, on a peur d'être jugé, donc on va pas en parler, mais ce qui peut ensuite entraîner des situations compliquées au travail, des non-dits et autres. Et ensuite l'OMS recommande de programmer des interventions d'acteurs spécialisés. Donc ça peut se faire à travers, par exemple, là j'ai mis des permanences de psychologues. Ça peut être tout simplement l'intervention d'une personne qui est spécialisée sur un sujet en particulier, une spécificité de la santé mentale, ce qui va permettre d'apprendre du coup aux collaborateurs, par exemple, de pouvoir mieux gérer leur stress et réduire les symptômes de stress. Enfin, les actualités du FIP. On va avoir du coup une nouvelle version du catalogue du FIP qui sera disponible fin 2025. On a du coup le nouveau Tour de France du coup à l'occasion des 20 ans de la loi et de la création du FIP, qui va mettre à l'honneur du coup les initiatives innovantes des employeurs publics. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Normalement, vous avez reçu un mail, il semble, hier. L'étape régionale Auvergne-Rhône-Alpes, elle aura lieu le 25 mars 2025 à Lyon. On a aussi le renouvellement de la convention FIP-AGFIP qui va permettre du coup l'amélioration d'une offre commune, toujours dans cet objectif de pouvoir améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et on a la signature de la convention avec la DINUM pour renforcer l'accessibilité des systèmes d'information et de communication des employeurs publics. Donc, merci à tous du coup pour votre écoute. On va vous mettre un questionnaire de satisfaction afin de voir du coup si le webinaire vous a été utile ou pas. Et on va regarder aussi les questions. Du coup, on en profite. Alors, sur ce thème de la santé mentale, les formations de la PSSM sont-elles recommandées? Peuvent-elles être financées par le FIP? Alors, oui, vous pouvez faire des formations en PSSM. Est-ce qu'elles peuvent être financées par le FIP? Alors je suis pas certaine. Enfin, je préfère pas vous donner l'information tout de suite, mais c'est une question qu'on va noter et on reviendra vers vous avec cette information.
Attends. Des nouvelles du marché concernant les prestations plus spécifiques en direction des sourds et malentendants. On n'a pas d'informations concernant ce sujet, ce marché à date, mais on reviendra vers vous également dès qu'on aura plus d'informations sur le sujet. Ah, il y a Cécile Eus qui dit que c'est en cours, du coup. Merci à vous aussi pour votre participation. Merci Françoise également. Donc il n'y a pas d'autres questions. Donc merci à tous. Merci pour votre participation et on vous a mis les événements du coup à venir de l'Handipact. N'hésitez pas à consulter du coup le calendrier de l'Handipact pour avoir les prochains événements qui auront lieu. Ou bien regarder notre page LinkedIn aussi, sur laquelle vous aurez accès à tous les événements, tous les prochains événements de cette fin d'année. Merci à tous pour votre participation. Oui, il y aura un replay du webinaire. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.